Dans l'espace lointain, à 39 années-lumière. Cette planète orbite autour d'une étoile rouge connue sous le nom de TRAPPIST 1. Les signaux émis depuis la Terre à la fin des années 70 n'y parviennent que maintenant. Ils racontent notre histoire. Si quelqu'un écoute. Is it true that all television radio shows that are sent out travel forever through the void? Yep, they do. Signals that are sent out, including this program. The beaches, the valleys, and the metro area. Take a look at that. 70s, 80s, and 60s valleys. I would come to your home every single week to teach you how to cook. Ladies and gentlemen, please welcome our next bachelor, Peter. Argued that a lack of genetic diversity, naturally occurring pests, and the rigors of being trucked from crop to crop could all be to blame for the death of bees. The Brazilian government decided that saving the rainforest should take a back seat to their economic development. The marches occurred 1 week after the Earth Day marches for science, which had demanded respect for fact-based scientific research. Le comité des sciences, de l'espace et des technologies va se réunir. Bienvenue à l'audience de ce jour, intitulée « La recherche de biosignatures dans notre système solaire et au-delà ». Pensez-vous qu'il y a de la vie ailleurs? Est-ce qu'ils nous étudient? Que pensent-ils de New York? Dans notre propre galaxie, la Voie lactée, il y a 100 milliards d'étoiles. Et nous pensons maintenant que dans notre univers, il y a plus de 100 milliards de galaxies. Donc si vous faites le calcul, les chances qu'il y ait quelque part une autre planète comme la Terre sont très élevées. J'aimerais juste que vous spéculiez. Dans quel délai peut-on s'attendre à trouver des preuves de vie microbienne ailleurs dans l'univers? Je dis toujours que les scientifiques n'aiment pas spéculer. Nous aimons les faits. Pourtant, ils le font. Oui, c'est vrai. Nous savons maintenant que les exoplanètes existent et qu'elles sont communes. Mais d'un autre côté, il y a la possibilité de trouver d'autres terres avec des signes de vie. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la portée technologique nécessaire pour franchir le grand filtre avec le télescope spatial James Webb. Alors si on est optimiste, entre 5 et 10 ans? Oui, pour être optimiste, dans une décennie. C'est le plus grand télescope spatial que l'humanité ait jamais conçu. Nous n'avons jamais rien fait d'aussi audacieux dans l'espace. 1 millier de personnes travaillent sur ce projet en ce moment. S'il fonctionne, il pourra voir plus loin que n'importe quel autre télescope dans l'histoire. C'est la plus grande mission de vol spatial non humain que la NASA ait jamais menée. Il voit ce que le télescope Hubble ne verra jamais. Le James Webb est sans doute le télescope le plus complexe qui ait jamais été construit. J'ai la chance de me mesurer à l'un des problèmes les plus durs que l'homme s'est donné pour objectif de résoudre.
C'est le grand œil dans l'espace qui va capturer la toute première lumière de l'univers. Nous allons le tester. Nous allons le charger sur une fusée, le lancer, et nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Mais le moindre grain de sable dans les rouages signifierait l'échec de cette mission. Vous aimez l'astronomie depuis que vous êtes enfant? Oui, je suis tombé dedans enfant. Mon père avait gagné un cottage à une partie de craps. C'était attrayant d'aller là-bas, avec ce ciel sans pollution lumineuse, d'observer la Voie lactée, les drôles de satellites. Je suis assez vieux pour avoir vu Neil Armstrong marcher sur la Lune. Ça vous a marqué? Oui. Toute cette course à conquérir l'espace, le fait qu'on ait mis le pied sur une autre planète, qu'on ait quitté la Terre, ça m'a beaucoup impressionné. Comment sera la visibilité ce soir? C'est censé se découvrir plus tard. Je ne sais pas si la transparence va s'améliorer. Espérons qu'on pourra voir quelque chose. Je pense que tout le monde est intrigué par l'astronomie, parce que ça touche aux grandes questions. D'où venons-nous? Comment l'univers a-t-il commencé? Sommes-nous seuls? Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on est sur le point de pouvoir répondre à ces questions. C'est une époque excitante. Pourquoi les enfants apprennent à marcher? Je ne sais pas, ils le font, c'est tout. Ils sont poussés par une force en eux qu'ils ne peuvent pas identifier. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je me sens juste obligée d'aller de l'avant. Quand j'étais petite, je suis allée faire du camping avec mon père. C'était son premier et dernier séjour en camping. Je me souviens m'être réveillée au milieu de la nuit et être sortie de la tente. J'ai levé la tête et c'était ma toute première vision d'un ciel vraiment sombre. J'ai vu tellement d'étoiles. C'était... Je n'avais jamais imaginé ça possible. Je ne pouvais même pas les compter et elles brillaient tellement. Peu de temps après, mon père m'a emmenée à une fête des étoiles. Je me souviens avoir regardé la Lune avec un télescope. Je n'arrivais pas à croire que cette lune que j'avais vue tant de fois avait des cratères. C'était si détaillé, je ne savais pas que ça existait. À un moment donné, je ne sais pas comment j'ai eu cette pensée si jeune, mais je me suis dit, je ne vais pas étudier la physique ni devenir médecin comme le voudrait mon père. Je vais m'inscrire à l'école supérieure d'astronomie. J'ai commencé à travailler sur les exoplanètes. Donc pas sur Jupiter, Vénus, Mars, etc. Non, des planètes qui orbitent autour d'une autre étoile que notre Soleil. À l'époque, les gens pensaient que c'était une mauvaise idée. Ils me disaient, vous pouvez parler à mon conseiller, il pense que les exoplanètes ne signifient rien. Vous ne devriez pas faire ça, il vous le dira. Les professeurs disaient, écoute, je vois que les gens trouvent des planètes, je les crois, mais on ne pourra jamais étudier leurs atmosphères. Et quand j'étais sur le marché du travail comme jeune professeur, on ne connaissait qu'une seule planète en transit, HD 209458b. Ils disaient, écoute Sarah, on comprend qu'il y a cet objet, on pense que c'est un succès isolé. On ne sait pas si ce domaine conduira quelque part. Le télescope Webb est 100 fois plus puissant que Hubble. Plus un télescope est grand, plus sa résolution est importante. On n'aurait pas construit un télescope aussi grand si ce n'était pas nécessaire. Il faut un télescope aussi grand pour observer les galaxies les moins brillantes et les plus anciennes de l'univers. Le télescope Webb n'est pas qu'une machine construite par des scientifiques pour observer l'univers. Il emmène l'humanité tout entière dans un périple.
Nous allons entrer dans une phase de l'observation spatiale jamais expérimentée auparavant. Et chaque fois que notre espèce l'a fait, elle a découvert quelque chose. Nous venons de recevoir les 18 hexagones formant le grand miroir qui va collecter la lumière des étoiles et la concentrer sur la caméra. L'or a des propriétés uniques concernant la réflexion de la lumière infrarouge. C'est pourquoi nous avons choisi l'or. Je pense que les gens veulent qu'on construise ce télescope pour savoir comment nous sommes arrivés là. Moi-même, je veux le savoir. Nous avons construit le télescope James Webb pour observer le cosmos et l'univers primitif. Mais nous avons découvert qu'il est beaucoup plus puissant et qu'il peut faire des choses nouvelles. On voit des équipes dirigées par des femmes qui prennent une direction scientifique différente et qui essaient de comprendre s'il peut y avoir de la vie ailleurs. Tu as une idée du nombre de nuits que tu as passées au Coker Dome? Oh mon Dieu. Entre 2000 et 2003, on a passé tellement de nuits là-haut. Et c'est assez isolé. Oui, il n'y avait pas de toilettes, pas d'internet. Il y avait tellement d'animaux sur ce chemin. Quand j'ai commencé à la fin des années 90, on essayait de trouver des planètes avec ce petit télescope de l'Observatoire Lick. On utilisait cette nouvelle technique. Cela ne s'était jamais fait auparavant et les gens étaient très sceptiques. En fait, tout reposait sur un budget très serré. Mais c'était tellement captivant de travailler sur un projet qui avait la possibilité de détecter, plus tard, une planète similaire à la Terre. Je me souviens de ce cadenas. Oui. On peut entrer? Non, malheureusement, je n'ai pas la clé sur moi. Tous les équipements ont été retirés? Oui, il n'y a plus rien là-dedans, juste des étagères vides. Ce ne sont pas des conditions météorologiques idéales pour un astronome. Ça incite plutôt à se rendre dans l'espace, non? Vous savez, pour trouver des planètes, il faut fixer son regard sans ciller. Outre le fait que le soleil nous gêne parfois, quand il fait jour, la météo aussi. Nous ne ferons donc aucune observation ce soir. Vous avez passé des années à chercher des exoplanètes. Vous en avez trouvé? Nous avons trouvé des centaines de diminutions périodiques de lumière, mais aucune d'elles ne s'est avérée être une planète. J'aimerais faire une analogie, celle d'un gratte-ciel de 80 étages à New York. Il fait nuit et toutes les fenêtres sont illuminées. Une personne se rend à une seule fenêtre et baisse les stores d'environ 1 cm. C'est le changement de luminosité qu'on doit être capable de détecter. Au début, c'était un domaine isolé. On connaissait très peu d'exoplanètes. Des mois passaient sans qu'on n'en découvre aucune. Néanmoins, je savais que ce domaine exploserait. Je disais, je sais qu'il y aura tellement de planètes en transit qu'on ne pourra même plus les compter. Personne ne me croyait et personne ne m'a engagé. Et puis, il y a eu Kepler. 3, 2, 1, 0, and liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets like our own. Le télescope Kepler surveillait une petite partie du ciel et il a trouvé des milliers de planètes. Une autre Terre est là, indubitablement. Dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Notre univers a des centaines de milliards de galaxies. Pour moi, elle existe, sans aucun doute. Bonjour tout le monde, désolé du retard. Salut Nathalie, on a un bon groupe avec nous aujourd'hui. Très bien. Lors des dernières réunions, on avait une planète candidate dans chaque groupe. On s'appuie sur un petit noyau d'experts et Nathalie en fait partie. Nathalie était l'une des responsables de la mission Kepler. Kepler était tellement novateur, c'est lui qui nous a ouvert les yeux. Actuellement, le télescope TESS trouve également des objets autour d'étoiles plus proches et plus petites. Comment détectez-vous ces exoplanètes? De nos jours, le meilleur moyen de trouver des planètes est la technique de transit. Cette boule-ci représente notre étoile, et cette boule bleue représente une planète. Si vous avez de la chance, la planète va orbiter de telle façon qu'elle passera entre le télescope et l'étoile. Alors la lumière de l'étoile diminuera légèrement. Des milliers de planètes ont été détectées de cette manière. Elles vont d'une taille inférieure à la Terre à la taille de Jupiter. Eileen m'a montré celle-ci hier.
J'aime bien celle-là. Regardez comme la durée du transit est longue. Nous espérons trouver et identifier un groupement de planètes en transit dans les zones habitables de petites étoiles. Ni trop chaud, ni trop froid, mais juste adapté à la vie. La zone boucle d'or. Passons à la suivante. Celle-ci est prometteuse, un système qui présentait 2 planètes candidates viables, très intéressantes. Alors, vous voulez étudier ces candidates avec le télescope spatial James Webb? Oui, en fait, la question qui revient souvent, c'est combien de temps allons-nous avoir pour les exoplanètes? Si on trouve une planète rocheuse avec une mince atmosphère dans la zone habitable d'une étoile, de combien de temps aurons-nous besoin pour observer son atmosphère avec le télescope? Étant donné que notre atmosphère contient des milliers de gaz, nous nous attendons à ce que les atmosphères étrangères contiennent aussi des milliers de gaz. Et mon travail est de déterminer comment chacun de ces gaz interagit avec la lumière. Il y a des molécules, comme l'oxygène, que nous émettons dans l'espace. La vie le fait, mais d'autres choses le font aussi. Certaines molécules, comme la phosphine, ne sont émises dans l'atmosphère que par la vie. C'est pour ça que je l'aime autant, parce que même si elle est rare et en fait assez toxique, seule la vie en produit sur Terre. C'est donc un signe de vie sans équivoque. Ma génération parie sur le fait que la nature s'exprime, que la vie peut naître et évoluer n'importe où si elle en a l'occasion. Et nous avons l'intention de la trouver. Arrivé à un certain point, le télescope est trop grand pour entrer dans une fusée. C'est le cas avec le James Webb. Alors il a fallu décomposer le miroir primaire en segments individuels. Ça a été réalisé sur le terrain une fois ou deux, mais le déplier dans l'espace est un tout autre défi. Est-ce qu'il va tenir, résister, rester aligné? Est-ce qu'il va se déployer? C'est un télescope international. Une collaboration entre les États-Unis, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Un investissement collectif que tous ces pays sont prêts à faire pour atteindre les limites de l'univers. Séparation de l'étage supérieur. Séparation. Nous allons vers L2. Les enjeux sont énormes. Quand on se rappelle le laboratoire scientifique de Mars, Curiosity, à ces 7 minutes d'horreur à attendre qu'il atteigne la surface, on retenait tous notre souffle. Pas pendant 7 minutes, mais pendant un long moment, en attendant un signal de retour de la surface. Et maintenant, on va retenir notre souffle pendant 2 semaines, parce que c'est le temps nécessaire au déploiement, après le lancement. Plus de 400 opérations différentes doivent avoir lieu dans l'espace pour donner vie à ce télescope. Un énorme écran solaire de la taille d'un terrain de tennis doit se déployer. C'est là que les choses se compliquent, parce que tout se met à refroidir très vite. Le télescope doit être déplié avant qu'il fasse trop froid et que les joints gèlent. Et il faut faire démarrer les instruments. Chacune de ces étapes doit fonctionner parfaitement du premier coup. Alors, quoi de neuf avec le James Webb? Quelles sont les nouvelles? C'est très excitant, il y a plein de choses. La structure de la navette avance à grands pas, on fabrique les membranes de vol, le GPS est livré. Donc en gros, tout avance bien. On entend parfois des rumeurs à propos de quelque chose qui ne se passerait pas trop bien. Il y a quelque chose qui t'inquiète ou tout est sous contrôle? Il y a toujours des petits problèmes, mais rien d'insurmontable. Ce qui m'empêche de dormir et qui empêche mes cheveux de repousser, c'est le problème auquel on n'a pas encore pensé, celui qu'on n'a pas imaginé. Mais là, on est dans les temps et on fabrique le matériel de vol. J'en suis heureuse, parce qu'ici, l'ensemble de la communauté scientifique des exoplanètes est en train de s'activer. On est tous très excités par le James Webb. Je ne sais pas si tu réalises à quel point il compte là-dessus. Je suis conscient que mes clients sont très inquiets quant à la mise en orbite du télescope. Oui, il y a de la pression et aussi de la gratitude, parce que ton équipe et toi travaillez dur pour vous assurer que tout fonctionne. C'est bien, non? C'est une bonne conversation. En gros, c'est lui le cerveau de toute l'opération. Et je lui demande presque chaque fois, s'il t'arrive quelque chose, si tu te fais renverser par un bus, qui va te remplacer?
Il y a quelques courses de voitures qui ont vu le jour ces 5 dernières années. Mon mari et moi, on regarde les petites annonces, on cherche une voiture pas chère qu'on ramène à la maison, on la répare et on la fait rouler. En tant qu'ingénieur système sur le télescope James Webb, je n'ai pas trop l'occasion de toucher ce genre de matériel. Alors c'est très satisfaisant de travailler sur des voitures, ça me permet d'utiliser des outils. Je ne suis pas assez forte. Ces courses durent entre 14 et 15 heures et en général, on tombe en panne avant la fin. Pour le télescope James Webb, c'est un problème très différent. Le James Webb doit fonctionner du premier coup. C'est très éloigné de la Terre. L'endroit où nous plaçons le télescope Webb est appelé L2. Et si vous pensez qu'ici, c'est la Terre, et ici, le Soleil, L2 se trouve de l'autre côté, à 1 600 000 km de la Terre. La Lune se situe entre nous et L2. C'est là que se trouvera le James Webb. C'est 4 fois la distance de la Terre à la Lune. Oh mon Dieu, regarde cette image là-bas. Passe-moi une pellicule couleur, vite. Oh, c'est génial. Vite. Je cherche. Je l'ai. Quel magnifique cliché. Tu l'as eu? Il y a 50 ans, on cherchait la Lune et on a trouvé la Terre, c'est ça? Oui, c'est vrai. Cette image de la Terre a vraiment marqué le début du mouvement écologiste moderne. C'est l'un de mes lacs préférés. Il y a un aigle qui tourne en rond devant nous. Quand j'étais à l'université, j'ai demandé à quoi la Terre ressemble-t-elle, vue de très loin, quand on ne peut voir ni les continents ni les océans. Et peut-on vraiment affirmer qu'il y a de la vie sur cette planète? Alors on a regardé la Lune. Quelques jours après la nouvelle lune, quand on commence à voir ce croissant très fin juste au coucher du soleil. On remarque que la partie sombre de la Lune est aussi visible, parce que la Terre brille sur cette partie de la surface lunaire. Donc si on prend un télescope et qu'on regarde cette lumière, il s'agit de la lumière de la Terre dans son ensemble. Ce sont les sols, c'est l'océan, ce sont les nuages, l'air. Et quand on étale cette lumière et qu'on la regarde, on voit clairement ces lignes ondulées. On voit que cette planète a une ligne d'oxygène clairement définie et qu'il y a du dioxyde de carbone et du méthane. Ces signaux sont tous enchevêtrés dans les couleurs de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle le spectre d'une planète habitable. Quand j'ai entendu parler de la recherche d'une intelligence extraterrestre, j'ai pensé que c'était de loin la chose la plus intéressante à étudier dans toute l'astronomie. Découvrir la présence d'autres civilisations dans l'univers, c'est pour ainsi dire le sommet de ce qu'on peut chercher. Vous travaillez avec Jill Tarter à l'Institut SETI. Oui, absolument. Jill était la pionnière de l'Institut SETI, l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre. Je l'ai rencontrée juste après la sortie du film Contact. Je n'avais jamais entendu parler d'elle auparavant. J'ignorais qu'il y avait un lien entre ce film et elle. Le personnage de Jodie Foster est inspiré d'elle. Oui, Jill est l'un de mes plus anciens mentors. Quand nous avons commencé, le SETI était considéré comme assez marginal. Nous ne savions même pas s'il y avait des planètes au-delà de notre système solaire. Et nous avons passé beaucoup de temps à renforcer notre crédibilité, à faire la distinction entre nous et ceux qui disent avoir vu des petits hommes verts, des vaisseaux spatiaux et avoir été enlevés. Les gens écrivaient des livres sur les pionniers du SETI et ils disaient « Qu'est-ce qu'une gentille fille comme vous fait dans un endroit pareil ?» Et ce genre de questions. Non, c'était vraiment difficile. Vous pensez qu'il y a de la vie là-haut? Ce que je pense de la vie extraterrestre n'a aucune importance. Pendant des millénaires, nous avons demandé aux prêtres, aux philosophes,
à tous ceux que nous pensions être sages, ce que nous devions croire. Eh bien, nous pouvons désormais changer ce verbe et passer au verbe explorer. Tout le reste appartient à la religion et nous ne faisons pas de religion ici, nous faisons de la science. Qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Les oiseaux aiment faire leur nid ici. Ils vont mordiller ça et le couper. Ces antennes captent les fréquences radio et nous écoutons les signaux de diffusion d'une civilisation lointaine. Nous recherchons des signaux qui sont fabriqués, des choses que Mère Nature ne peut pas faire, mais qu'on peut faire et qu'ils peuvent sûrement faire. Mais nous avons cherché, un peu, et jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons pas regardé assez loin. Ce volume de l'espace de recherche est égal au volume de tous les océans de la Terre. Demandez-vous quelle proportion des océans de la Terre on a exploré. La réponse est un verre de 25 centilitres. Imaginez que votre question n'est pas « y a-t-il des extraterrestres ?», mais « y a-t-il des poissons dans l'océan ?» et que vous avez fait l'expérience de plonger votre verre dans l'eau et que vous avez regardé « Ah non, il n'y a pas de poisson là-dedans. » Cette expérience aurait pu fonctionner, mais il n'y a pas de poisson là-dedans. Je ne pense pas que vous allez en conclure qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan. Vous allez vous dire « il faut que je pêche beaucoup plus ». Et c'est là que nous en sommes. Nous devons faire beaucoup plus de recherches. Finalement, la science est une question d'observation, parce que c'est l'observation seule qui nous révélera la vérité. Quand les anciens regardaient le ciel, il était évident que tout tournait autour de nous. Nous étions le centre de cet univers. Et puis Galilée a levé son télescope vers les étoiles. Il regarde la Lune. La Lune était censée être une sphère parfaite. Et il voit pour la première fois que la Lune n'est pas parfaite. Elle a des montagnes, des cratères. Mais l'observation la plus importante, celle qui était véritablement révolutionnaire, c'est qu'il a regardé Jupiter. Et il a vu 4 points de lumière. Il pensait que c'était des étoiles. Mais il a réalisé que c'était des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Tout était censé tourner autour de la Terre, et voilà la preuve que ce n'est pas le cas. Il réalise alors que les anciens se trompaient, que l'Église se trompait, et que nous tournons autour du Soleil. L'observation a détrôné la sagesse des anciens. C'était la première fois que quelqu'un prenait 2 lentilles et les pointait vers le ciel. Et ça a dévoilé un univers que personne n'avait jamais vu auparavant. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il l'a noté, on peut le voir dans son livre ici, d'autres personnes ont construit leur propre télescope. Et tout à coup, ces idées ont commencé à se répandre. Et Galilée a été enfermé pendant 10 ans parce que l'Église affirmait que ce n'était pas vrai. C'est là que tout a commencé. Et 400 ans plus tard, nous prenons un miroir 250 fois plus grand que celui-ci. Nous allons le replier, le lancer dans l'espace, pour lui donner encore plus de sensibilité et regarder jusqu'aux limites de l'univers connu. La circulation est pourrie. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on gaspille beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a des gens partout et on n'est pas aussi responsable qu'on pourrait l'être avec tout ce qu'on a. J'ai grandi à Taïwan, à Taipei, l'un des endroits les plus pollués au monde, et c'était difficile de voir les étoiles. Avec tous nos problèmes sur Terre, devrait-on vraiment dépenser autant d'argent pour un télescope? L'une de nos raisons d'être, c'est qu'on a la chance de faire des choses intéressantes qui nous font avancer en tant qu'espèce. Je pense que tout le monde veut faire quelque chose, participer à quelque chose de plus grand que ce qu'on ferait si l'on était seul. Construire le télescope Webb, ça en fait partie. Je ne sais pas ce que vous voudriez faire d'autre avec votre vie.
Bonjour, Emilo. Amy, enchanté. On ne s'est jamais rencontrés. Je suis désolé, je ne voulais pas vous ignorer. Pas de problème. John et moi, on se connaît depuis longtemps. Il a capté toute mon attention. On vient juste d'arriver. Votre timing est parfait. On s'apprête à faire un test. Il faut que ça marche, comme tous les autres éléments majeurs. Avec notre télescope et nos instruments, nous avons suffisamment de sensibilité pour détecter une veilleuse située sur la Lune. Si vous preniez votre rayonnement thermique, qui pour un humain est d'environ 80 à 100 watts, et que vous le placiez sur la Lune, nous serions capables de le détecter facilement. Quand les gens pensent à un télescope, ils voient l'énorme miroir. C'est la partie emblématique du télescope. Mais c'est cet élément qui intéresse les astronomes. C'est de là que viendront les données. Notre télescope est si sensible qu'il pourrait capter la chaleur d'un bourdon si celui-ci était aussi éloigné que la Lune. Pour moi, c'est totalement époustouflant, même si je sais que c'est nous qui avons construit ce télescope. Oui, il paraît. En fait, on m'a interrogé là-dessus. J'ai dû m'asseoir et faire les calculs avec beaucoup de soin. J'ai appris qu'on ne discute pas avec les lauréats du prix Nobel. J'ai entendu parler de ce calcul. Je l'ai vérifié moi-même, je crois que c'est correct. Oui. Si on a la Lune ici et la Terre à 250 000 miles, d'abord, il faut calculer l'aire de la sphère. Un bourdon dégage combien d'énergie? Il dégage environ 50 milliwatts de puissance. Que nous ayons la capacité de voir un bourdon sur la Lune avec notre télescope me paraît raisonnable. C'est un bourdon, par opposition à une guêpe ou un frelon, mais nous pouvons capter la lumière. Je devrais savoir qu'il ne faut pas argumenter avec notre responsable scientifique. Ce sont toutes des abeilles ouvrières femelles. Il y a généralement quelques faux bourdons ici aussi, des mâles plus gros. Ils ne sont pas essentiels à la survie de la ruche. Ah, les mâles ne sont pas essentiels? Non. En automne, tous les faux bourdons vont être virés. Ils vont supplier de rester, mais les ouvrières diront « Désolé, nous n'avons pas de ressources pour vous nourrir tout l'hiver ». Elles vont les virer et ils vont geler et mourir. Et ces femelles vont rester ensemble tout l'hiver en battant des ailes et en produisant assez de chaleur. Je vis dans le Wisconsin parce que je désirais être plus proche de la nature au quotidien, ce qu'un bureau ne m'apporterait pas, à moi personnellement. Ça me rappelle la forme des miroirs du télescope spatial James Webb. C'est le cas, oui. Les hexagones sont une façon très efficace de rassembler un tas de cellules en un seul endroit. Alors c'est la forme qu'on trouvera dans la nature et en ingénierie mécanique. Je sais déjà quelles ruches ne vont pas passer l'hiver. C'est dur pour elles. Il y a un effondrement des colonies à cause des produits chimiques utilisés dans les champs. Il y a un champ agricole juste là, qui n'a pas été pulvérisé. Les abeilles aiment sûrement ça, et elles ont besoin d'une grande variété de ressources. C'est fascinant de voir comment cette structure sociale fonctionne. Et on peut se demander s'il existe là-haut une autre civilisation de ce genre, qui aurait un esprit plus collectif que le nôtre. S'il y a d'autres civilisations, on obtiendrait des informations utiles, parce que nous sommes au moment où nous ne savons pas si nous pouvons survivre à l'émergence de la technologie. It depends on how much of an effort we make. Nous avons franchi une nouvelle étape concernant la question séculaire. Sommes-nous seuls dans l'univers? La NASA a annoncé la découverte de 7 planètes de masse terrestre autour d'une étoile située à environ 40 années-lumière de la Terre. Voici la récente révélation d'une série de découvertes faites au cours des 25 dernières années. De nouveaux mondes qui existent dans des systèmes solaires au-delà du nôtre.
Les astronomes appellent cette découverte le système TRAPPIST-1. Sarah Seeger du MIT fait partie des chercheurs. Nous avons fait une formidable avancée dans la recherche de mondes habitables. À notre connaissance, ces planètes font partie des meilleures que le télescope spatial James Webb pourra suivre. Cette découverte laisse entendre que trouver une seconde Terre n'est pas seulement une question de si, mais de quand. TRAPPIST-1 est partout dans les nouvelles. Regarde ça, il n'y a rien de pareil. Et regarde les prévisions de Tess. Même l'échantillon simulé de Tess n'arrive pas jusque-là. À moins qu'on ait une chance extraordinaire, je pense que TRAPPIST restera ce système singulier, totalement unique. TRAPPIST est tellement cool, surtout si certaines de ces planètes ont des plans d'eau. Très bien, on reprendra ça plus tard. C'est bien que ma fille soit associée à ça. J'ai l'impression de transmettre quelque chose. Je conçois le programme d'observation que nous allons utiliser avec le télescope spatial James Webb pour observer TRAPPIST-1e. 1E, c'est quoi? C'est l'une des planètes? Oui. L'étoile TRAPPIST est beaucoup plus rouge et sa température ne fait que la moitié de celle de notre propre Soleil. B et C sont probablement bien trop chaudes pour être capables de maintenir de l'eau liquide en surface. La zone habitable, qu'on appelle aussi la zone boucle d'or, est à peu près ici. Et E se trouve juste dans cette région, où l'eau liquide en surface pourrait potentiellement exister. C'est ce dont nous avons besoin pour vivre. Je peux vous montrer ça sur une affiche de voyage. Vous pouvez voir ici ce que vous verriez si vous étiez assis à la surface de TRAPPIST-1e. Qu'entendez-vous par affiche de voyage? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation d'artistes de TRAPPIST-1e. C'est écrit « Ont été élus les meilleures vacances de la zone habitable à moins de 12 parsecs de la Terre ». Et qu'est-ce qui est écrit en dessous? C'est écrit « À 40 années-lumière de la Terre, une planète appelée TRAPPIST-1e offre une vue à couper le souffle, des objets brillants dans un ciel rouge qui apparaissent comme des versions plus ou moins grandes de notre propre Lune. » Vous faites partie de l'équipe qui s'occupe de ça? Oui, tout à fait. Quand le James Webb sera lancé, nous serons capables de mesurer la composition atmosphérique de certaines planètes. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier les exoplanètes? Quand j'étais petite, je devais avoir 8 ou 9 ans, ma mère nous a fait dessiner des astronautes, à mes frères et sœurs et moi. Et j'étais toute fière de lui montrer mon dessin. Elle le regarde et me dit « Oh oui, c'est super, pourquoi tu dessinais un homme blanc ?» Ma mère est une femme scientifique. Mon père est un scientifique sud-américain. Et j'avais quand même dessiné cet homme blanc. Et j'étais tellement choquée. Je pense qu'en avançant, j'ai toujours été consciente de ça. Et au lieu de me décourager, je pense que ça m'a donné de la force. Nous avons tous les mêmes aspirations et les mêmes besoins. Et en général, la science et les missions de la NASA y contribuent. Malheureusement, dans la communauté des sciences spatiales, ce n'est pas aussi diversifié que ça devrait l'être. L'un des avantages avec les exoplanètes, c'est que c'est plus récent. Les sciences nouvelles attirent des équipes plus variées. Oui, je suis très enthousiaste. Nous sommes des scientifiques et des ingénieurs, alors nous suivons les données. Toutes les données confirment que les équipes sont bien plus efficaces et meilleures quand elles sont plus diversifiées. Je dis toujours, c'est le moment. Et je pense que le moment est venu. Nothing? Okay, let's get started. Any questions, guys? 24 more to go, Nous ne voulons pas que la partie télescopique du James Webb voie le Soleil, parce que nous essayons de le garder très très froid. Pour détecter la signature thermique, la signature infrarouge, il doit être très froid, sinon la seule chose qu'il mesurera, c'est lui-même. Dans l'espace, la seule chose qui va vous chauffer, c'est l'électronique. Mais il y a une source très lumineuse qui est le Soleil. Et c'est le but de l'écran solaire. Il empêche le télescope de recevoir toute la lumière du Soleil, donc il reste froid. Nice and slow, guys. Ce qui est particulièrement complexe, c'est le fait qu'on doive le replier
et le déployer, une fois qu'on l'aura mis en orbite. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le câble. Vous pourriez en parler à John? Oui, je vais aller le chercher pendant qu'on fait la couche 4. Je reviendrai pour la couche 5. La couche 1 est à environ 100 degrés et la couche 5, du côté froid, est à environ moins 240 degrés. C'est un indice de protection solaire d'environ 1 million. Si tu y vas et que tu commets une erreur, tu n'arriveras pas à te rapprocher. C'est ce que je voudrais que quelqu'un m'explique. Comment ce sera possible en vol? J'ai toujours eu des objectifs élevés. Je suis quelqu'un de très compétitif par nature. Je n'aime pas perdre, j'aime me montrer à la hauteur de n'importe quel défi. Quand j'étais petit, mon père me racontait des histoires. Il travaillait sur la fusée Vanguard et elle a explosé en direct à la télévision nationale. Elle a explosé 2 fois. Give me one more. Here you go. Done, 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 done. Quand j'aurai fini, j'aurai fait partie du programme pendant 12 ans et demi. Et tout se résumera à ce court laps de temps entre le lancement et le déploiement complet, à peu près ici. Ce n'est pas si différent de l'entraînement pour une compétition. Je me suis entraîné pendant des mois pour ce qui n'a vraiment été que quelques secondes d'activité. Nous sommes tous très conscients que nous devons faire les choses correctement du premier coup. Parce que sur L2, il n'y aura pas de dépanneur. Nous n'avons pas de seconde chance. La moindre erreur et tout est fichu. Parfois, je mets de la musique des années 80 et je laisse mon esprit vagabonder vers un autre ailleurs. C'est votre musique préférée? J'aime bien les années 80. Et vous? Oui, c'est aussi mon époque. Les années 80 sont à la mode en ce moment. Même mes enfants connaissent tous ces tubes. Vraiment? Oui, les rythmes des années 80 sont encore très populaires. Intéressant, non? Oui, c'est intéressant. D'où vous vient cette énergie? Mon moteur, c'est l'objectif final, qui est de trouver une autre Terre, une vraie Terre. C'est le moteur, oui, mais la joie est dans le quotidien. Et si vous trouviez une autre Terre, qu'est-ce que ça signifierait pour nous, à votre avis? C'est une question difficile. Qu'est-ce que ça signifierait? Je devrais vous demander à vous ce que ça signifie. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas seuls. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Ça élargirait vraiment nos horizons sur ce qu'il y a, ou pourrait y avoir là-haut, aussi bien que sur qui nous sommes. Qui nous sommes, oui. Qu'est-ce que c'est? Cet axe doit pointer vers Polaris, en gros. C'est l'étoile polaire? Oui, l'étoile polaire. Et maintenant les caméras, c'est une one-shot color. Qu'est-ce que vous pensez de la découverte d'une autre Terre? Je comprends la motivation. Je comprends la curiosité, l'esprit de découverte et l'importance de la découverte. Et les choses changeront si nous trouvons un autre monde qui possède des biosignatures ou des traces de vie. Mais nous avons la vie ici, et nous avons l'amour. Et ce qui compte vraiment pour nous est juste ici, sur cette terre. C'est tout ce qui m'importe.
Vous avez trouvé l'amour de votre vie grâce à l'astronomie, lors d'un rassemblement d'astronomie. Nos regards se sont croisés lors de la réception qui précédait son intervention. Je me demandais qui était cette personne. Je ne savais pas quelle était l'oratrice principale. Et le lendemain, elle a donné une autre conférence, juste avant le repas. Après ça, j'ai décidé d'être en bonne santé, ce qui était probablement la décision la plus importante de ma vie, et de commander une soupe et une salade. J'ai fait la queue, elle s'est retournée et je lui ai demandé si elle voulait se joindre à moi pour manger. Elle a dit oui, et nous avons pris une table un peu à part. Et 5 minutes après cette conversation, j'ai su que ma vie allait changer. Je savais que quelque chose allait se passer. Mais je ne veux pas vous interrompre dans votre travail. Ok, retournons à ce truc. Ensuite, on verra. J'ignore pourquoi tout le monde veut savoir pourquoi il y a de la vie ailleurs. Je suppose que c'est parce que nous sommes une espèce solitaire. Je pense que la solitude fait partie de la condition humaine. Chacun est en quelque sorte piégé dans sa propre tête et nous essayons dans nos vies, de différentes manières, de ne pas être seuls. Nous trouvons des amis, des partenaires, des copains, une famille, nous avons des enfants. Nous essayons de trouver la vie ailleurs, parce que nous avons un besoin et un désir de communiquer et de nous relier de toutes les manières possibles. Prêt? Ok, Brian, prêt. Ok, on va réessayer. Layer 5 on 3, 2, 1. 10 inches of travel. 20 inches of travel. 30 inches of travel. 65 inches of travel. 80 inches of travel. 190 inches of travel. 197. 198. Entièrement déployé. On y est. C'est le résultat de très nombreuses années de travail. Il est impossible de dire à quel point c'est excitant. C'est une étape de plus, tout comme l'achèvement des miroirs. Je vais avoir du mal à me concentrer quand j'emmènerai ma mère au restaurant ce soir. C'est génial. C'est fantastique. Imagine que tu es le télescope, avec vue sur l'univers et vue sur les étoiles. Là où tu seras, il fera sombre et froid. Imagine que tu es gelé. Il sera tout seul en orbite. Si nous voyons la vie sur une autre planète, nous devrons trouver le courage d'aller lui dire bonjour. C'est tout. Ils sont là et nous sommes là. Ce sont juste des animaux. Tout ce qui se trouve dans ce musée, ce sont essentiellement des animaux, même les plus minuscules. Mais ce n'est qu'une infime partie de la biodiversité. Ce genre de complexité ne se produit pas facilement. Comment cela s'est-il produit? C'est arrivé ici? Certains pensent que la vie a commencé sur la Terre. Je pense qu'elle a commencé au fond de l'océan, dans les cheminées hydrothermales, sur les fonds marins. Ce que la plupart des gens connaissent, c'est un système très dynamique, appelé fumeur noir. Ils étaient étonnants parce que personne ne s'attendait à voir autant de vie là-dessous. Des formes de vie étranges, des vers tubulaires géants sans bouche ni anus et d'énormes palourdes de la taille d'une assiette. Un ver qui n'a ni bouche ni anus?
Oui. Comment mange-t-il? Il ne mange pas. En fait, il utilise les bactéries qui se développent à l'intérieur de son organisme et qui lui fournissent des molécules organiques. Il existe aussi un autre genre de cheminée qui, à mes yeux, pourrait fournir la réponse. J'aime les voir comme des cathédrales gothiques, une magnifique architecture de la roche. Elles sont formées par un procédé beaucoup plus doux. L'eau s'infiltre au-dessous du plancher océanique. Là, il y a un minéral particulier appelé l'olivine. On le trouve sous forme de poussière dans l'espace interstellaire. C'est un minéral très commun. Celui-ci va réagir avec l'eau, en faisant des bulles d'hydrogène gazeux. Et c'est essentiellement l'environnement qui va engendrer la vie. Vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs, au-delà de la Terre? Je crois que nous espérons qu'il existe des formes de vie incroyables et complexes ailleurs, une sorte de semi-humain qui va interagir avec nous. Et je pense que nous risquons d'être assez déçus. Nous devrions peut-être interagir avec la vie sur notre planète de façon plus concrète. Jusqu'à quel point pourrons-nous pousser à bout une planète et la garder viable? Pendant mes études universitaires, j'allais à pied du département d'astronomie jusqu'à la résidence d'étudiants où je vivais. On étudiait la planétologie comparative et ma tête était pleine de ces images de Mercure, Mars, Vénus et même de la Lune, tous ces mondes sans vie. Et donc, en marchant depuis le département, tu grimpes sur une petite colline et tu débouches tout à coup de ces forêts de séquoias. Et celle-ci s'ouvre sur cette grande prairie. Mais tu es en hauteur et tu vois cette très fine couche de vie qui s'étend devant toi. C'était comme si je n'avais qu'à tendre la main et effacer ça avec une éponge. Vous voyez? Comme nettoyer un plan de travail. Et j'ai eu le sentiment que la différence entre le monde vivant et le monde sans vie était très petite. Une différence infime, comme un accident. Le début du printemps a été difficile. Nous avons eu beaucoup de neige en février. Tous les 2 jours, il neigeait entre 25 et 30 cm. Les catastrophes s'aggravent, elles se renforcent. Il y a tellement de gens qui l'ignorent, qui disent « c'est comme ça ». Vous parlez des climato-sceptiques? Il y a plus d'incendies, plus de tremblements de terre, ils sont plus fréquents, il y a plus de tornades. À quelques rues d'ici, il y a de grands arbres qui ont été déracinés. Il y en a une autre qui arrive, tout aussi mauvaise que la nuit dernière. Oui, une autre tempête. Et voilà, il y a une autre tempête qui arrive. On ferme les écoutilles. Salut, je viens de quitter le marché fermier. Tu pourrais regarder le radar et voir ce qu'il faut faire avec les abeilles? On est ici, le point bleu, ça se déplace dans notre direction. C'est plutôt mauvais. Les dernières données climatiques qui sont sorties la semaine passée ont prouvé que tout le mouvement climatique est un coup d'État. Les militants climatiques sont une secte. Merci d'être ouvert, en pleine tempête. Il est magnifique. On peut le monter pour vous. Ça fait un moment que je n'ai pas tiré. Ça me manque vraiment. Vous tiriez beaucoup avant? Oui. J'ai écrit des propositions au gouvernement fédéral pour financer mes équipes afin d'effectuer des missions spatiales et de chercher de la vie sur d'autres planètes. Ah oui? Vous en avez déjà trouvé? Non, mais on s'en approche. Vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs? Comment pourrait-il en être autrement? Notre planète en est remplie. Il est difficile d'imaginer que la vie sur Terre soit si riche et que partout ailleurs dans l'univers, il n'y ait que des rochers stériles. La vie émerge sûrement quand les conditions sont bonnes. C'est un sujet très intéressant. J'ai commencé à écouter quelques podcasts. Je sais qu'il est très controversé, mais j'en ai écouté un avec Alex Jones, et il parle de certaines choses vraiment intéressantes. S'il y a d'autres formes de vie, pas seulement des humains ou des extraterrestres, ça peut être des plantes ou n'importe quoi. Quelque chose d'autre ailleurs en dehors de notre Terre. San Francisco est le site principal du projet. Et ils ont une base extraterrestre et ils communiquent. Ils ont des astronautes qui prennent des drogues dures et qui font des réunions avec ces choses. Et ils passent des accords intergalactiques. You were the only inhabited planet in the universe.
from SETI. Search for extraterrestrial intelligence. Si les extraterrestres débarquent, ils vont nous exterminer? Je pense que s'ils arrivent jusqu'ici, ça signifie que leur technologie est sensiblement plus avancée que la nôtre et qu'ils sont plus vieux que nous. Et comment ont-ils fait pour subsister? Ils ont dépassé l'agressivité, qui a sûrement fait partie de leur évolution vers l'intelligence. Nous montrons différents signes révélant que nous n'y arriverons pas, que nous allons nous épuiser avant de devenir une ancienne civilisation technologique. Donc, s'ils débarquent ici, je serais plutôt tentée de leur parler que de m'inquiéter qu'ils me mangent au petit déjeuner. J'ai reçu le lien d'une vieille émission de Johnny Carson de la fin des années 70 avec Carl Sagan. Il est professeur d'astronomie et des sciences de l'espace à l'université de Cornell et directeur du laboratoire d'études des planètes. Veuillez accueillir Carl Sagan. C'est à propos du système trappiste. Vous cherchez une intelligence extraterrestre, n'est-ce pas? Comment la cherchez-vous? Si vous êtes une civilisation avancée et que vous voulez communiquer avec une civilisation arriérée, vous parlerez de manière lente et simple. Alors nous serions manifestement cette civilisation arriérée puisque nous n'avons pas cette capacité. Les gens vous demanderont dans quel intérêt? Nous nous trouvons dans un moment très dangereux de l'histoire de l'humanité. Nous altérons notre climat sans le vouloir. Et nous sommes face à des problèmes amenés par la technologie. Nous ne sommes pas certains de survivre à cette période que j'appelle l'adolescence technologique. Mais si l'on recevait un message venu d'ailleurs, ça montrerait qu'il est possible de survivre à ce genre de période. Ah, ce serait quelque chose. Allons-nous les trouver de votre vivant? Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Je sais qu'on va essayer de les chercher. Oui, on essaye encore. On essaye encore. Le télescope James Webb va accomplir sa mission. Mais nous devons passer par toute l'ingénierie et toutes les vérifications pour nous assurer que ce sera bien le cas. Nous irons en Guyane française, où les Européens ont leur site de lancement. Ils fournissent la fusée et le télescope s'envolera de là à 1 600 000 km dans l'espace où il sera prêt à travailler. C'est ici que nous allons tester le télescope et ses détecteurs, dans un environnement similaire à l'espace. Initialement, la chambre A a été construite pour le programme Apollo, pour tester le module de commande avec les astronautes à l'intérieur. Nous bâtissons sur l'héritage que le pays a construit dans les années 60. Mesdames et messieurs, Monsieur Webb, directeur du programme spatial. James Webb était l'administrateur des débuts de la NASA durant les premières phases du programme Apollo. Il travaillait avec Kennedy pour instaurer le programme qui nous conduirait à marcher sur la Lune. Voilà quel était son engagement envers la science. Maintenant, nous devons encore mener toute une série de tests environnementaux, des tests de vibration et d'acoustique, parce que nous voulons nous assurer que le télescope résistera au lancement de la fusée, qui est très violent. On l'amène ici, avec l'écran solaire en phase de cocon replié. On l'expose au son de la fusée, parce que quand la fusée décolle, elle ne se contente pas de vibrer. Elle émet aussi des ondes sonores. Et crée une forte pression. Nous devons prouver que notre instrument va y résister. Donc on le soumet à ce qu'on appelle des essais acoustiques de prototype de vol, et on le fait passer par un spectre de fréquences. On a trouvé une vis et un écrou.
On en a eu quelques douzaines qui se sont séparés lors de ce test parce qu'il y a des milliers de petites vis. Probablement que beaucoup de gens importants veulent entendre que le James Webb a passé les tests avec succès. Mais nous devons leur dire que les tests ont échoué. C'est un moment plutôt humiliant dans une carrière. La sous-commission sur l'espace va maintenant reprendre ses travaux. L'audience de ce jour portera sur les graves problèmes liés au télescope spatial James Webb. Quand nous avons intégré la structure de l'engin spatial et procédé aux tests, nous avons fait toutes sortes de découvertes, non seulement malencontreuses, mais également problématiques. Bien que j'ai entendu des témoignages sur l'importance de cette question et que je le comprends, c'est très frustrant pour moi et pour d'autres contribuables qu'il y ait un tel dépassement de budget. La qualité de chaque vis doit être testée. Je peux vous dire qu'il s'agit de la plus grosse arnaque que j'ai jamais vue et que ce sont les contribuables qui se font avoir. Nous voulons commettre ces erreurs ici, sur Terre, parce que si elles se produisent dans l'espace, il sera trop tard. Elles ne pourront pas être réparées. Il sera là pour toute la mission. Alors on doit le faire correctement du premier coup. Et ensuite, il sera prêt à partir? On doit encore vérifier beaucoup de choses. Et cet assemblage pourra résister au lancement. Tout ce qui me reste à faire, c'est de vivre pour le voir décoller. Oui, tu dois résister jusqu'à ce que tes petits-enfants sortent de l'université. Et ça arrivera après le lancement. C'est vrai. À quoi pensez-vous quand vous contemplez nos cousins et nos ancêtres? À la mortalité. Et en tant qu'espèce? Eh bien, il est de plus en plus clair, en regardant ces crânes, qu'il y a eu de nombreuses espèces humaines et qu'elles se sont toutes éteintes, généralement à cause de nous, après s'être reproduites avec nous. Vous ressentez une certaine culpabilité quand vous regardez dans ces orbites. Moi, oui. Pourquoi? Parce que nous connaissons cette histoire. Il y a une certaine culpabilité dans l'histoire de l'humanité, dans la façon dont nous avons traité les autres espèces humaines, notre propre histoire, en traitant avec différentes histoires raciales et ainsi de suite. Nous devons apprendre à faire ressortir ce qu'il y a de mieux dans nos propres sociétés. Nous sommes à 2 doigts de le découvrir. Et l'idée que nous pourrions trouver de la vie est excitante. Mais qu'est-ce qu'on s'attend à voir là-bas? Si on trouve quelque chose, il y a une forte probabilité que ce soit des bactéries. Et si d'une manière ou d'une autre, on allait au-delà d'une bactérie et qu'on trouvait une vie plus complexe, ça signifie ça. Une vie microscopique. Ça signifie des animaux minuscules. Il y a une abondance de vie. Et pourtant, je pense que la plupart des gens seraient déçus de ne trouver qu'un amas de vie microscopique. Vous seriez déçu? Non. Je pense que je serais stupéfait de trouver ça. Stupéfait de trouver quelque chose de plus qu'une bactérie. Peut-être qu'une partie de l'intérêt de chercher de la vie ailleurs, c'est de réaliser la valeur de la vie qu'on a ici. Physiquement, l'évolution nous a façonnés. La biologie nous a façonnés. Mais les éléments biologiques ont été créés dans les étoiles. L'eau, le carbone, le nitrogène, l'oxygène. Tout ça a été créé dans les étoiles. Les gens disent que s'il y a 10 étoiles sur 22, là-bas, il doit y avoir d'autres vies. Cependant, il s'avère que le nombre de coïncidences nécessaires pour que la vie émerge est aussi très grand. Il faut une étoile comme notre Soleil, vieille d'au moins 10 milliards d'années. Pour commencer, elle doit se trouver exactement au bon endroit de la galaxie.
Il nous faut sûrement une lune et de la géothermie, car nous avons besoin d'un champ magnétique pour nous protéger. Et ensuite, l'évolution devrait se produire. Les dinosaures ont évolué. Ils ont été là pendant 100, 200 millions d'années. Et il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas évolué. Ils ont grandi encore et encore jusqu'à ce qu'une météorite les anéantisse. Ensuite, ces petits animaux au sang chaud ont évolué jusqu'à nous, mais c'était un accident. Combien d'accidents doivent arriver pour que de la vie intelligente se forme? Nous ne le savons pas, parce que nous sommes notre unique exemple. Il se peut que la vie n'ait émergé que sur une partie des 10 étoiles sur 22. Donc, nous pourrions être vraiment seuls. J'avais une vie accomplie, j'étais devenue professeure, je me suis mariée. J'avais un mari parfait, des enfants parfaits, une maison parfaite. J'avais une vie géniale. Et puis mon mari est tombé malade et il est mort. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ne peut pas revenir à sa vie normale et préparer le dîner, ce que je n'ai jamais fait et ne fais toujours pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas l'expliquer, mais les choses du quotidien n'ont plus de sens. Je suis allée à mon club de lecture et les femmes se plaignaient de leur mari et je me disais « Arrêtez un peu. Je ne pouvais plus vivre avec des gens normaux. » J'ai réalisé que peu importe ce que je ferais ensuite, ce serait décisif. Pourquoi perdre du temps? Ce que j'ai fait de plus important dans ma vie a certainement été d'aider mon mari à mourir, à avoir une mort parfaite. C'était vraiment triste. C'est assez drôle et triste, mais avant qu'il meure, je lui ai dit que sa mort aurait un sens. J'essaye de le décrire d'une manière amusante, mais c'est trop dur. Mais j'ai envie de vous raconter, c'est drôle. Je lui dis, Mike, tu sais, ta mort a un sens. Je ferai de grandes choses parce que j'ai réalisé que ce sont des choses qui comptent. Et c'était drôle parce qu'il pouvait à peine parler, quelqu'un en train de mourir n'est plus capable de communiquer. Il me regarde et dit, Sarah, tu l'aurais fait de toute façon. C'était l'une de nos dernières conversations. Je ne dois pas trouver une terre et lui donner son nom. C'est plutôt une recherche de sens. Comment vivre une vie qui a du sens et comment faire quelque chose qui aura vraiment de l'importance. C'est son héritage. Je dois donner du sens, je dois faire quelque chose qui a de l'importance à mes yeux, parce que sinon, je n'ai rien. Vous comprenez? Est-ce que je peux vraiment être franche avec vous? Même si je comprends que c'est plus compliqué que ça, cette mission très complexe et très chère a encore été retardée. Je peux tirer dans le mille toute la journée. Il suffit que quelqu'un arrive et me dise « Ah, tu t'en sors vraiment bien » et c'est fini. Je ne vais plus rien toucher. À un moment donné, la seule chose qui pourrait nous sauver, ce serait quelqu'un de haut placé dans l'administration qui dirait « Nous allouons les fonds nécessaires ». Et le Congrès serait obligé de suivre. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le bien. Tu vois, c'est bien. Oui, c'est plus juste et précis. Il n'y a pas que notre planète qui soit précieuse. Il y a aussi le temps maintenant. Ce moment précis où nous devons vivre. Qu'est-ce que tu goûtes? Tu goûtes quelque chose? Il est en train de prendre le sel sur mes doigts. J'espère, pour notre bien à tous, que le James Webb va décoller, voler, réussir tout ce qu'il fera et accomplir tous ses objectifs.
On devrait se concentrer sur Trappist 1E, puis revoir le plan en détail et s'assurer qu'on l'ait finalisé. C'est donc notre plan d'observation. Oui, ce sera un très bon test du télescope lui-même. Ça m'intéresserait de savoir, si ces planètes sont bien en rotation synchrone comme la Lune, ce que ça signifie en termes de jours permanents et de nuits permanentes. Il y aurait des gens qui vivraient constamment en plein jour et d'autres qui vivraient constamment dans l'obscurité? Exact. L'endroit idéal sur ces planètes serait probablement le crépuscule perpétuel, n'est-ce pas? Sur le pourtour. À quoi ça ressemblerait? Parce que vivre en Arctique, dans un crépuscule perpétuel, est une expérience très étrange. Est-ce qu'on sait quelles seraient les différences de température? Tant qu'il y a de l'air, l'air est très bien, elles ont une atmosphère substantielle. Ce que je préfère avec Trappist, c'est que si on est sur la surface d'une des planètes, on peut deviner les autres planètes dans le ciel. Oui, et plus grande que la Lune, non? Il n'aurait jamais été question que la Terre soit au centre de l'univers. C'est fou de penser que, comme Trappist est à 39 années-lumière d'ici, ils peuvent entendre ce qu'on passait à la radio et à la télévision il y a 39 ans. Les premières années de Reagan, de Madonna. Vous croyez qu'ils pensent à nous? Vous croyez qu'ils pensent qu'on va dans la bonne direction? C'est une question intéressante. S'ils surveillent notre culture, ils doivent probablement surveiller toutes sortes de signaux atmosphériques. Oui. Alors ils regardent sûrement nos émissions de dioxyde de carbone et tout ça, et ils pensent... Qu'est-ce qu'ils fabriquent là en bas? Nous ne le dirons jamais assez fort, assez clairement ou assez souvent. Tous les pays peuvent encore changer le cours de cette pandémie. Si on détruit cette planète, il n'y aura pas d'autre planète où aller. On n'a qu'une seule planète. Je veux que mes enfants puissent nager dans l'océan, escalader des montagnes, être dans la nature. Même s'il y a une planète habitable, on va juste la détruire comme on détruit celle-ci. C'est une urgence. Notre maison est en feu. Nous méritons un avenir sûr. Nous exigeons un avenir sûr. Est-ce vraiment trop demandé? Whoa. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to have you here. Thank you so much. It does. C'est l'endroit où il était en résidence surveillée pour avoir lancé une révolution dont les gens ne voulaient pas. Ils en avaient peur. Ils avaient peur de ce que Galilée avait vu et du fait qu'il avait utilisé ses observations pour renverser les anciens savoirs. Avec des télescopes, on n'essaie pas seulement de faire des choses incroyables, de chercher d'autres planètes. Notre génération, mes enfants, font face à de vrais défis sur cette planète. Comment abordons-nous ces problèmes mondiaux qui auront un effet réel sur notre survie en tant qu'espèce?
Ça demandera un effort collectif, avec des groupes comme ceux mis en place autour du James Webb. Des groupes collaboratifs, des personnes qui veulent travailler ensemble. Ça me laisse espérer que nous pouvons changer notre façon de fonctionner dans le monde, notre façon de faire de la science, en utilisant les données pour dire « regardez ce qui se passe », et pas seulement se retourner en disant « je ne veux pas entendre » ou « je ne veux pas voir ». Ils ont dit à Galilée « nous ne voulons pas entendre, nous ne voulons pas voir ». Et ils l'ont séquestré ici pendant les 10 dernières années de sa vie. Mais nous voilà, 400 ans plus tard, et nous connaissons tous Galilée, mais nous devons chercher dans nos livres d'histoire qui était le pape qui l'a enfermé. On se souvient de Galilée. Carl Sagan l'a dit. Ça nous prendra des siècles pour atteindre les étoiles en tant qu'espèce. Et il va falloir devenir une meilleure version de nous-mêmes pour aller aussi loin sur cette planète. Bonjour et bienvenue au deuxième jour de l'audience intitulée « Non-respect du programme du télescope James Webb et ses implications ». Nous avons beaucoup discuté des coûts, et les coûts sont importants. Mais je peux vous dire que les contribuables et nous tous sommes bien plus intéressés par la valeur que par le coût. Le programme James Webb devrait continuer en raison de son potentiel scientifique et de son rôle dans le maintien du leadership américain dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique. Terminons ce projet incroyablement important. Des projets inspirants et ambitieux comme le télescope spatial James Webb sont un investissement pour notre avenir. Nous ne devons pas perdre de vue l'importance de mener à bien le programme du télescope James Webb. C'est le jour le plus important de votre carrière, en quelque sorte. Effectivement. J'ai travaillé pendant 7 ans pour cette journée, alors oui. Ça va devenir l'observatoire James Webb. Avant, c'était cette pièce-ci ou celle-là. Maintenant, c'est un ensemble, une seule pièce. On pourra voir à quoi ça va ressembler quand il sera en fonction, alors ce n'est pas rien. Tout le monde est très excité. Toute l'équipe est en train de vibrer. Prête. Je ne suis pas autorisé à vous suivre. Au revoir, bonne chance. On se voit plus tard. Oh, allez. Denis, je ne peux pas entrer. Merci. À plus tard. Amy travaille avec moi depuis qu'elle a rejoint la société. Je voulais qu'elle prenne en charge les alignements parce qu'il faut avoir le souci du détail, des compétences relationnelles et un génie inné nécessaire pour le faire. Aujourd'hui, c'est le point culminant parce que nous voyons le système s'assembler. Mais il doit s'assembler avec précision et tout doit aller au bon endroit. C'est le travail auquel elle s'est dédiée pendant les 7 dernières années. Chaque élément, les 500 et quelques pièces de fixation ont une histoire, ont une équipe qui leur a été dévouée. Quand je dis que c'est du génie collectif, je le pense. Beaucoup de gens ont passé une grande partie de leur carrière à développer ce système. Ils ont effectué un travail immense et ils sont prêts à y aller. Et moi aussi. Explorer fait partie de notre ADN. Aussi loin que nous envoyons des satellites, je pense que nous devrions être disposés à envoyer des humains. Mais nous devons apprendre à le faire. Si nous mettons nos esprits et nos têtes ensemble dans un but commun, je pense que nous pourrons tout faire. Les vols spatiaux habités sont toujours particuliers. Et dans mon esprit, le James Webb appartient à la même catégorie. C'est ma pierre angulaire. Le Webb est ma pierre angulaire. Je déménage. En nettoyant mon garage, j'ai trouvé un vieux dossier qui date du lycée, dont le thème était « La frontière américaine ».
Il faut se souvenir que c'était les années 80, c'était l'époque du programme de navette spatiale. J'avais intitulé cet exposé « Voulez-vous y aller ?» Ça se passe en 2010. L'Amérique vient de commencer la colonisation d'un nouvel État. Mais où se trouve cet État? Sur une planète lointaine où seules de rares personnes se sont aventurées. Ça s'appelle « Voulez-vous y aller » Ça s'appelle « Voulez-vous y aller ?» avec un point d'interrogation et tout, oui. Et donc tu irais? Eh bien, voilà le truc. Ma pensée actuelle en tant qu'adulte, c'est que l'exploration est certes importante, mais l'amour l'est probablement encore plus. Et vous, Natacha, vous iriez? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait que j'emmène toute ma bande et les personnes que j'aime avec moi. Ce ne serait pas quelque chose que je ferais toute seule. Je devrais emmener mon équipe. Et vous, Ellie, vous iriez? C'est une bonne question. Je tergiverse tout le temps. Aller sur Mars, vous savez, c'est tentant. Mais quand même, la nature qu'on a sur Terre me manquerait. Il y a ce truc qui dit, je ne sais pas si c'est vrai, vous rencontrerez quelqu'un dans les 2 ans qui suivent la mort de votre mari. 2 ans, c'est un nombre magique, je ne sais pas pourquoi. Et je me disais, 2 ans sont presque passés, donc ça n'a pas marché pour moi. Juste avant ces 2 ans, je suis allée au Canada. J'ai été invitée à donner une conférence, donc je vais à la cérémonie d'ouverture. Je vois ce gars de l'autre côté de la salle et je me dis, qui est ce gars? Je dois le rencontrer. Après mon discours, je vais à la cafétéria et le voilà. Et il est avec une autre personne. Il me dit, voulez-vous déjeuner? Et moi, bien sûr. Alors nous allons nous asseoir et je pense, je n'arrive pas à croire que je parle à ce gars. Je suis rentrée chez moi et on s'est parlé par Skype. Au début, je me suis dit, je ne sais pas quoi faire avec tout ça parce que c'est loin. Et puis, ça me fait du bien. Je peux craquer pour quelqu'un. Je peux juste fermer l'ordinateur si ça devient trop personnel. En janvier, il allait à Londres pour le travail et il me dit « Sarah, je pars quelques jours plus tôt, j'espère que tu m'y retrouveras, j'ai envie de t'inviter. » Je ne savais pas trop quoi faire, mais ok, je vais y aller. Donc je vais à Londres et je me dis « Est-ce qu'on est ensemble ?» Je ne suis pas trop sûre. Et là, oh mon Dieu, est-ce que j'aurai mon premier baiser? Et pourtant, je suis une adulte, hein, c'est ridicule, non? Un soir, après manger, il m'emmène faire une promenade. Il pleut, parce qu'à Londres, il pleut toujours, et nous voilà devant Buckingham Palace, et j'ai eu mon premier baiser. Après ça, on aurait vraiment dit la romance du siècle. Le temps est vraiment une chose très drôle, et particulièrement la déconnexion entre le temps humain, le temps géologique et le temps cosmique. On n'interagit pas très bien avec ces échelles de temps plus longues. Penser à un futur lointain est très difficile. Mais si nous voulons un long avenir, nous devons dépasser toutes sortes de tendances agressives. Et imaginez quel genre d'endroit ce serait si les gens respectaient toute forme de vie et prenaient soin d'eux-mêmes et des autres. Le plus dur, c'est quand on doit juste regarder les choses se faire. C'est comme quand ton enfant arrive enfin sur le terrain et qu'il agite la batte. Et toi, tu dois rester assis là et être un bon parent. Je suis sûr qu'Amy sera un bon parent aujourd'hui. Je me demande si Amy leur a demandé une vérification parce qu'elle fixe quelque chose là-haut. Je pense qu'on est bon. On commence à tout mettre en position. Ensuite, on devrait descendre. Je descends.
Je dois descendre ? Look at the dive pins. Stop. C'est juste magique. Ce serait terriblement intéressant d'observer un endroit et de dire « Il y a des signatures de vie ici ». Ce ne serait peut-être pas une preuve irréfutable, mais ça rendrait les gens très très enthousiastes. Pensez-vous qu'il y a de la vie ailleurs? Oui, je pense qu'il y a de la vie ailleurs. La trouverons-nous? Je pense que oui. De mon vivant? Mon Dieu, j'espère. Parce que j'aimerais savoir. Charles. Oh, salut Sarah. Comment ça a été? J'ai mis le télescope en place et j'attends qu'il fasse assez sombre pour faire un alignement. Ça a l'air super. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien, dès qu'il fera plus sombre, peut-être qu'on observera quelques galaxies. Je ne pense pas que Jupiter ou une autre planète va se lever plus tard cette nuit. Tu vois déjà des étoiles? Pas encore. Mais j'attends patiemment l'étoile polaire. Mais peut-être qu'on découvrira des exoplanètes. Et il y a des poissons qui sautent par là-bas. La voilà. C'est vraiment beau. Oui, la galaxie du tourbillon, une de mes préférées en été. C'est fou qu'on puisse la voir avec ce télescope. Oui. C'est tellement vaste. C'est immense, cette échelle. Oui. Nous sommes minuscules. Vraiment minuscules. Peut-être qu'il y a une planète autour d'une étoile qui nous regarde. Dans notre galaxie en spirale. Il y a peut-être 2 personnes comme nous. Oui, peut-être. C'est merveilleux de pouvoir s'interroger sur l'univers avec toi. Oui, vraiment. Le James Webb est le télescope spatial le plus puissant jamais construit à ce jour. Il peut voir les toutes premières étoiles et galaxies apparues dans l'univers. Il peut étudier les planètes du système TRAPPIST 1 et rechercher tous les signes de vie possibles ailleurs. Allumage des 2 UAP et décollage.
You